Bruno Joussomme, il est jeune, beau, cultivé, plein de rêves et d'idéaux. Et en 1984, il se marie avec une femme qui est presque son contraire, 62 ans, c'est-à-dire 40 ans de plus que lui, forte, alcoolique et riche. Et 2 mois après leur mariage, elle meurt dans un accident de voiture. Et lui hérite. Au début, la police croit à un accident, mais en grattant un peu, l'accident ressemble à un crime. Mais pour condamner un homme pour assassinat, il faut des preuves. Il faut plus que la conviction qu'un beau jeune homme de 22 ans n'avait rien à faire avec une dame riche de 62 ans. 28 février 1985. Monsieur et Madame Joussomme, Evelyne et Bruno se rendent à Versailles en 2 chevaux pour acheter une nouvelle voiture. Et voici ce que racontera Bruno. Il roulait tranquillement sur une route sinueuse du bois de Chaville, près de Meudon, quand tout à coup, dans un virage à la sortie d'une ligne droite, la voiture a quitté la route et fini sa course sur le bas-côté. Elle a pris feu. Ce soir-là, Pascal Stragenard cherchait un restaurant tranquille pour dîner. À partir d'ici, déjà, on voyait les flammes. Sur le coup, j'ai cru que c'était les arbres qui brûlaient, quoi. Et en me rapprochant, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un là-bas et qu'il y avait une voiture qui brûlait. Donc je suis monté ici à ce niveau-là, là, un peu plus haut. J'ai commencé à voir la personne qui me faisait des grands gestes. Donc je me suis arrêté ici. Donc là, je suis arrivé en courant ici, à moitié sur la route, parce que la personne est venue à ma rencontre. Et bon, elle a affolé comme tout. Et il me dit, il y a ma copine qui est dans la voiture qui était ici en train de brûler. On a tenté d'approcher tous les deux direct sur la voiture, mais déjà à 2 mètres, il y avait le pull qui roussissait. On a reculé. Et lui, désespéré, il a voulu y retourner. J'ai bien vu qu'il allait carrément aller se mettre dans les flammes. Ce que j'ai fait, je l'ai ceinturé. Je l'ai monté un peu plus haut, là, ici, et je l'ai bloqué au sol. Bruno Joussomme est sain et sauf. Mais sa femme Evelyne est prisonnière de la 2 chevaux en flammes. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai été faire le tour derrière. Il y avait la porte côté chauffeur qui était ouverte. C'était carrément en feu à l'intérieur. C'était un vrai brasier, quoi. C'était inapprochable, la voiture. Une voiture d'auto-école passe par là. Pascal Stragenard l'arrête et lui demande d'alerter immédiatement les pompiers. Ils arrivent 10 minutes plus tard, vers 20h15. Les policiers du commissariat de Sèvres sont prévenus eux aussi. Immédiatement, ils foncent en direction de l'accident. Quand ils arrivent sur place, les pompiers sont déjà là. Lorsque nous sommes arrivés sur place, j'ai constaté un véhicule en feu. On n'a même pas pu voir des 30 mètres le corps à l'intérieur. On n'a pas pu voir, c'est le capitaine des pompiers qui m'a signalé qu'il y avait un corps qui était en train de carboniser à l'intérieur du véhicule. Les pompiers réussissent à éteindre le feu, mais c'est trop tard pour Evelyne Joussomme. Elle est morte, carbonisée. Lorsque les pompiers ont éteint le feu, moi j'ai constaté un corps humain. Le squelette avait été posé avec les pieds du côté du volant. Et par contre, le buste se trouvait côté passager, la tête en arrière, et puis la boîte crânienne présentait un trou au niveau du front. Le corps d'Evelyne Joussomme est emmené à l'Institut médico-légal de Paris pour être examiné. C'est la procédure habituelle quand quelqu'un meurt sur la voie publique. De son côté, Bruno Joussomme, qui n'est pas blessé mais dans un état de choc, est conduit à l'hôpital de Sèvres, où il est hospitalisé. Et pendant ce temps-là, sur place, les policiers tentent de se faire une idée du scénario de l'accident. Le pare-choc et le ventilateur du véhicule Citroën étaient enfouis dans la terre. Donc est-ce qu'il y a eu trace de freinage? Nous, on n'a pas constaté les traces de freinage.
Donc moi je vous dis c'est une perte de contrôle dans le virage et puis il a fini sa course dans la souche. 4 jours après l'accident, Bruno Joussomme, qui entre-temps est sorti de l'hôpital, est convoqué au commissariat de Sèvres pour un interrogatoire de routine. Et il explique. À un certain moment, j'ai ressenti un choc violent à l'avant de ma voiture qui a entraîné une explosion, suivie d'un incendie. Je suis sorti immédiatement, j'ai essayé d'ouvrir la portière avant droite où se trouvait mon épouse, mais en vain, pour la sortir. Les policiers en déduisent que c'est donc Bruno Joussomme qui conduisait la voiture au moment du choc et de l'explosion. Il est descendu, il a fait le tour, il a essayé d'ouvrir la portière passager pour sortir sa femme, mais à cause du feu, il n'a pas pu. Et ça colle avec les premières constatations puisque le corps d'Evelyne Joussomme se trouvait sur le siège passager et que la porte du conducteur est grande ouverte à l'arrivée des secours. Les policiers de Sèvres en concluent que c'est un tragique mais banal accident de la route. 5 jours après l'accident, l'affaire est classée. Mettons-nous à la place de la famille d'Evelyne Laborde. Elle avait déjà eu du mal à accepter ce mariage bizarre d'un beau gosse de 22 ans avec une femme de 62 ans, une différence d'âge de 40 ans. Et voilà que 2 mois après le mariage, Evelyne meurt dans un accident de voiture. Mais bon, puisque la police dit qu'il n'y a rien d'anormal, admettons. Quelques jours après d'ailleurs, la famille d'Evelyne dîne avec Bruno. Et là, pendant le repas, énorme surprise. Bruno Joussomme, du haut de ses 22 ans, leur apprend que bien que s'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, lui et Evelyne ont fait 1 mois avant l'accident, chez un notaire, une donation au dernier vivant. C'est donc Bruno qui hérite du patrimoine immobilier d'Evelyne, des appartements d'une valeur totale de 4 millions de francs. Et ça passe mal. Et ça intrigue la belle famille qui décide de se lancer dans une petite enquête. Lucien Laborde, le frère d'Evelyne, qui est avocat, se rend au commissariat de Sèvres pour consulter la procédure accident. Là, il apprend que la 2 chevaux a quitté la route dans un virage et que l'incendie s'est sans doute déclaré à cause du plancher de la voiture qui aurait ripé sur une souche d'arbre, provoquant une étincelle qui aurait mis le feu. Ensuite, il se rend avec sa femme, Lina, sur les lieux de l'accident. Et là, surprise, tous les deux s'aperçoivent qu'il n'y a pas de souche d'arbre et qu'il n'y a pas non plus de traces de choc sur l'arbre voisin. Ils ont mis la voiture à heurter une souche. Il n'y avait pas de souche, c'était un arbre qui était énorme et qui avait une racine apparente, qui a fait frein en fait. Il y avait un tout petit talus de rien du tout, l'herbe n'avait même pas été touchée. Donc c'était impossible que le feu ait pu prendre dans la voiture à la suite d'un choc. Intrigués, Lucien et sa femme décident d'aller voir l'épave de la 2 chevaux. Ils retournent au commissariat de Sèvres où on leur explique que la voiture est à la fourrière. Les Laborde s'y rendent immédiatement. Là, on a vu, donc, il n'y avait absolument même pas une bosse sur le pare-choc. Donc, c'était pas possible que le feu ait pu prendre à la suite d'un choc, il n'y en avait pas eu. Il n'y avait pas de bosse du tout sur la voiture. À ce moment-là, les Laborde commencent à se dire qu'il ne s'agit pas d'un accident de la route et ils pensent tout de suite à un crime machiavélique organisé par Bruno Joussomme pour faire main basse sur la fortune de sa femme. Lucien Laborde décide d'agir. Mon mari écrit donc au procureur pour demander justement qu'il veuille bien rechercher les causes de la mort et il demande également à ce qu'il y ait une autopsie de fait. Le procureur entend les doutes de la famille Laborde et le 12 mars 85, il ouvre une information judiciaire pour recherche des causes de la mort. Il désigne un juge d'instruction, M. Thierry de Bonnefond, lequel prend tout de suite 2 décisions. Il demande une autopsie du corps d'Evelyne et une expertise technique de la 2 chevaux. Alors Dominique Rizet, cette autopsie, qu'est-ce que ça donne ? L'autopsie, la voilà, elle a été réalisée par l'Institut médico-légal de Paris.
C'est une autopsie difficile à mener parce qu'elle est faite sur un corps qui est très abîmé, en grande partie carbonisé. Donc les experts vont travailler essentiellement sur des éléments du squelette et sur des organes internes qui ont été en partie épargnés, cœur, foie, poumons, viscères. Et la première chose que vont observer les experts, c'est qu'Evelyne Joussomme était encore vivante au moment de l'incendie. Comment est-ce qu'ils le savent? Eh bien, parce qu'elle a inhalé du monoxyde de carbone. Oui. Donc ses poumons fonctionnaient encore, son cœur battait, elle est encore vivante au moment où l'incendie se déclare. Donc elle n'a pas été tuée avant? Non. L'analyse toxicologique du sang ne révèle aucune trace de poison ou de drogue. On trouve simplement des traces des médicaments qu'elle prenait, les antidépresseurs. Elle les prenait habituellement, très très peu d'alcool. Ensuite, il y a l'examen radiographique. On fait une radio des restes pour déterminer si on trouve à l'intérieur des traces de métal. Des traces d'une balle, par exemple. Donc ça ne donne rien. Elle n'a pas été tuée par balle. On observe encore que le corps ne comporte aucune lésion de violence suspecte, pas de traces de coups. Et ça, c'est assez étonnant parce que lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place, les enquêteurs du commissariat de Sèvres, le soir de l'accident, ils écrivent, eux, dans leur rapport, la boîte crânienne de la victime présente un trou au milieu du front. Mais là, l'autopsie, elle n'en fait pas état de ce trou. Voilà, ça, c'est pour l'autopsie. Voilà donc pour l'autopsie. Et maintenant, l'expertise de la voiture. Le juge a mandaté 2 experts en accident qui se rendent sur les lieux, puis à la fourrière, pour examiner l'épave de la 2 chevaux. Ils rendent leur rapport en avril 1985. Ils ont relevé une première bizarrerie. Le levier de vitesse était en première, alors que la 2 chevaux sortait d'une longue ligne droite. En première, sur une ligne droite, ça ne colle pas. Ensuite, il confirme qu'il ne peut pas y avoir eu de choc, puisque la voiture n'a pas percuté l'arbre. Elle est venue, écrivent-ils, mourir à 1 mètre. Enfin, ils expliquent que l'incendie violent et rapide ne résulte pas d'une collision avec une souche d'arbre, ni d'un ripage du plancher sur la chaussée. Ils ajoutent que le foyer de l'incendie est du côté avant droit, et c'est justement de ce côté-là qu'on a retrouvé le corps d'Evelyne Joussomme, sur le siège passager. Conclusion des experts, ça n'est pas un accident, et l'affaire devient criminelle. Robert Fleury, vous, à l'époque, vous êtes inspecteur divisionnaire à la criminelle, au 36 quai des Orfèvres. Les expertises de la 2 chevaux, très vite, vous les avez sur votre bureau? Oui, alors là, il y a le problème, vous savez que pour une enquête de mort violente, on ne déploie pas des quantités de moyens. Souvent, il n'y a qu'un seul inspecteur qui fait l'enquête. On ne fait pas venir l'identité judiciaire pour photographier les lieux, faire des relevés de techniques, enfin, etc. Et là, en l'occurrence, les pompiers sont intervenus, ils ont éteint l'incendie. Ensuite, la voiture, elle a été transportée dans un garage à Boulogne. Elle n'a pas été mise sous scellé, donc elle est accessible à n'importe qui. C'est des petites défaillances qui sont gênantes, des fois, pour la suite de l'enquête. Les expertises sont très troublantes, néanmoins, les premières. Oui, parce que là, ce sont des experts classiques qui ont examiné la voiture. Bon, ils ont déterminé que le feu avait pris à l'avant droit. Il y a eu un feu énorme, puisque la personne a été pratiquement carbonisée à l'intérieur. À la brigade criminelle, on fait quand même de nombreuses enquêtes dans différents domaines, et l'expérience joue. Et moi, j'avais fait plusieurs enquêtes sur des homicides ou des tentatives d'homicide par incendie, et on sait que l'essence froide ne prend pas feu. Par contre, si vous déversez de l'essence, il y a une vapeur qui s'installe autour, et si vous mettez le feu, il y a une explosion. Mais c'est la vapeur qui prend feu, pas l'essence? C'est la vapeur qui prend feu d'abord, et ensuite l'essence. Et dans ces cas-là, l'auteur de cet incendie volontaire en subit les conséquences, parce qu'il est à côté. Or, on s'aperçoit, en voyant les comptes rendus d'intervention, que Joussomme n'a aucune brûlure, aucune blessure, donc c'est assez surprenant. Bon, il y a un témoin qui l'a arrêté alors qu'il voulait se précipiter vers la voiture. Donc il faut faire son travail honnêtement, il faut chercher tout ce qui a pu se passer. À la limite, on sait qu'il y a des suicides transformés en crimes et des crimes transformés en suicides. Donc il faut pas se précipiter. Les expertises ne suffisent pas à accuser Bruno Joussomme. Alors les policiers de la crime décident de fouiller dans la vie de ce drôle de couple. Et ils s'intéressent d'abord à l'héritage, au patrimoine d'Evelyne Laborde. Elle avait 5 appartements, en plein cœur de Paris. 2 près de la place de la Nation
et 3 autres boulevard de la Bastille, près du port de l'Arsenal. Des biens qui lui venaient de sa mère, morte en 1972. Bernard Lettier est inspecteur divisionnaire à la brigade criminelle. C'est lui qui est chargé de coordonner toute la procédure. Elle a fait l'objet de 2 redressements fiscaux. Et à cette occasion, on a appréhendé son patrimoine. Et son patrimoine, à l'époque, était évalué à 4 millions de francs, les appartements parisiens, sans compter la propriété du Finistère. La propriété du Finistère, c'est le Fortin, cette maison où elle passait toutes ses vacances. Evelyne vivait aussi avec une dame de compagnie, une Allemande, Anna Volz, une femme au service de sa famille depuis 40 ans, qui la suivait partout. Ensuite, les policiers de la crime s'intéressent à Bruno Joussomme. On leur décrit un étudiant idéaliste, un garçon plein de rêves, vivant chez ses parents, dans un pavillon, à Meudon. En septembre 84, c'est-à-dire quelques mois avant le drame, il a laissé tomber ses études de Sciences Po pour s'inscrire en première année de philosophie à l'université de Tolbiac, à Paris. Lui, c'est un jeune homme de 22 ans. Bon, à 22 ans, on est jeune. Pas vous dire que c'était un Apollon, il n'était pas indifférent non plus. Et puis elle, c'est une femme qui a plus de 62 ans, qui est plutôt boulotte, qui n'a rien d'attirant. C'est vrai que ce couple est surprenant, à bien des égards. Un couple surprenant, c'est vrai. Comment se sont-ils rencontrés ? Evelyne Laborde était une lointaine cousine par alliance de la maman de Bruno, Marie-Claude Joussomme. Les 2 femmes étaient très proches quand elles étaient jeunes, et puis elles s'étaient perdues de vue. Elles s'étaient retrouvées à l'occasion d'un enterrement. Evelyne avait alors demandé à Marie-Claude un petit service. Evelyne, ne sachant pas compter très bien, avait demandé à Marie-Claude si des fois elle pouvait l'aider. Et donc Marie-Claude était d'accord et elle est donc venue. C'était surtout pour faire ses feuilles d'impôt, pour justement l'impôt sur la grande fortune qui commençait à être obligé d'être déclaré. Et à la suite de ça, pour la remercier, Evelyne l'a invitée à venir au Fortin au mois de septembre. Les policiers apprennent donc qu'en septembre 84, Marie-Claude Joussomme et son fils Bruno étaient allés passer une dizaine de jours chez Evelyne Laborde, au bord de la mer, et que les vacances s'étaient plutôt bien passées. Evelyne a été très agréablement surprise par mon frère. Elle l'a trouvé tout à fait intéressant, profond. Elle était enchantée de l'avoir rencontré, quoi. Ils sont tellement enchantés qu'ils décident de se marier. Fin novembre 84, ils passent chez le notaire et signent un contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens. Jamais j'aurais pensé qu'ils allaient pouvoir se marier. Ou même avoir une aventure, c'était impensable. Et pourtant, 3 mois après leur rencontre, à la surprise de tous, le mariage est célébré à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Le mariage s'est fait le 7 décembre, précipitamment, et surtout en présence de personne. Il y avait uniquement les témoins des 2 mariés. Personne n'était invité au mariage. Ni sa sœur, ni son frère n'y étaient. Il n'y avait que Anna et son frère à lui. J'ai refusé au début d'être son témoin, mais j'ai accepté pour pas qu'ils prennent n'importe qui ne connaissent pas. Il lui fallait un témoin, donc j'ai accepté d'être son témoin. Mais c'est pas pour ça que j'approuvais ce mariage. Un mariage à ce point précipité que les mariés ont oublié les alliances. Les alliances, il aurait pu les avoir quand même. Ceci dit, comme il voulait se marier à l'église plus tard, il pensait avoir les alliances à ce moment-là, quoi. En absence d'alliance, la dame de compagnie a prêté une alliance qui était son bien à Evelyne Laborde pour suppléer ce manque à la dernière minute, ce qui prouve bien que c'était vraiment précipité. Précipité, peut-être, mais s'aimait-il au moins? Avait-il une vraie vie de couple? Dans l'environnement de Madame Laborde, que ce soit sa dame de compagnie, que ce soit son amie intime de 30 ans, il nous révèle de ce côté-là qu'effectivement la vie du couple n'était pas une vie traditionnelle de couple.
La gardienne de l'immeuble 40 boulevard de la Bastille où habitait Madame Laborde a dû voir Bruno Joussomme 4 ou 5 fois. Or, ce dernier prétend qu'il vivait depuis son mariage chez Madame Laborde. Non, il ne vit pas avec elle. D'ailleurs, le soir du mariage, il n'a même pas dormi là non plus. Il a prétexté qu'il avait des devoirs à finir. Et puis, donc, il est, paraît-il, rentré chez sa mère. C'est ce qu'il a dit à Evelyne. Mais à mon avis, c'était chez sa maîtresse. Cette maîtresse, il l'avait rencontrée à la fac de Tolbiac où elle était aussi étudiante en philosophie. Sophie, c'était une fille qui avait le même âge que mon frère, qui était étudiante, quoi. Je pense pas qu'il aurait fait des projets avec elle comme il le faisait avec Evelyne. Mais je savais qu'il continuait à la voir et Evelyne le savait aussi. Parce que quand il rentrait pas le soir, c'était souvent qu'elle était chez elle. Ce qu'il ressort quand même de notre enquête, c'est que elle était attirée par lui, mais la réciproque n'était pas vraie. Quand vous avez le témoignage du directeur des impôts qui a procédé au redressement fiscal et qui vous dit qu'il était très surpris de ce couple devant lui, elle qui était plutôt attentionnée vis-à-vis de Bruno Joussomme, et ce dernier qui était à la limite de l'arrogance, qui la repoussait, manifestement il n'a pas vécu une histoire d'amour entre deux êtres devant lui. Il n'avait peut-être pas l'air amoureux, mais manifestement, il voulait tout partager. Car le 11 janvier 85, un mois après le mariage, voilà qu'il retourne chez le notaire pour modifier le contrat et signer une donation au dernier vivant. En clair, le premier qui meurt lègue tout à l'autre. Les Laborde ont du mal à croire qu'Evelyne ait pu faire une chose pareille. De toute façon, elle était contre les donations. Parce que chaque fois que moi, je voulais que mon mari fasse les donations vis-à-vis de ses enfants, c'était toujours de la bagarre parce qu'elle disait tu vas pas faire une chose pareille, après on te mettra dehors, tu n'auras plus rien. Elle était restée du temps en 1900 quand les vieux étaient mis de côté et puis que les enfants s'en occupaient plus. Je pense qu'elle savait très bien ce qu'était une donation au dernier vivant, mais qu'elle l'a fait en partie aussi pour embêter sa famille, avec qui elle a des rapports tendus quand même, bien qu'ils se voyaient. Mais elle voulait pas du tout elle était très contente qu'il n'hérite pas. Pour y voir plus clair, les policiers décident donc d'interroger le notaire devant qui a été signé l'acte de donation au dernier vivant. Le notaire, il nous dit qu'il a mis évidemment les époux en garde, notamment Madame Evelyne Laborde, que son acte était irréversible et que, ma foi, elle avait plus à perdre qu'à gagner, puisque elle avait des biens, lui n'en avait pas. Donc en fait, cette donation au dernier vivant, c'était une donation à sens unique. Mais malgré cette mise en garde, il nous dit qu'elle a acquiescé et qu'elle a consenti effectivement à cette donation au dernier vivant. Les policiers du 36 quai des Orfèvres sont bien obligés d'admettre qu'Evelyne Laborde était consentante quand elle a signé cette donation au dernier vivant. Je suppose qu'au début, vous vous interrogez, parce que c'est naturel, c'est humain, sur l'étrange personnalité de ce couple. Parce que, bon, peut-être que finalement, ils s'aimaient. Quand on commence à faire le tableau de tout ce qu'on a à notre disposition, en ce qui concerne le couple, on s'aperçoit qu'il y a eu une succession sur 4 ou 5 mois qui a été extrêmement rapide. Ils se rencontrent en septembre. En fin novembre, il y a un contrat qui est établi de séparation de biens. Début décembre, ils se marient en catimini avec juste 2 témoins. Début janvier, il y a une donation au dernier vivant. D'un côté, il y a un patrimoine, de l'autre côté, il n'y a rien. Et puis au mois de février, il y a un décès dans des circonstances qui vont se révéler quand même très surprenantes. Oui, c'est la rapidité Tout à fait. de cet enchaînement qui vous surprend, quoi. Oui, quand on lit le dossier. Bon, puis il y a quand même les éléments qui sont fournis par la famille Laborde, puisqu'ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile. Et bon, il est évident qu'il y a peut-être des questions à se poser. Une chose est sûre, les deux familles Joussomme et Laborde étaient contre ce mariage. Je trouve que malgré tout, 40 ans d'écart, surtout voyant Evelyne comparée à Bruno, vraiment ça choque. Lui, il est menu, il est élégant, et puis elle n'est pas du tout. Evelyne est très forte.
Et puis bon, ben, un peu colorée aussi parce que elle boit pas mal. Elle en est déjà à la fin de sa vie, elle en est quand même pratiquement à une bouteille de whisky par jour, plus qu'elle boit en dehors de ça. Le vin, le cidre, la bière, enfin, elle boit un peu de tout et pratiquement tous les soirs, elle allait dans une brasserie du côté de la gare de Lyon. Les Joussom non plus ne voyaient pas ce mariage d'un bon œil. Bah, mes deux parents étaient formellement contre. Moi aussi d'ailleurs. Bon, mais c'était sa vie, il faisait ce qu'il voulait. Hein. Il était adulte quand même. Oh ben moi je pensais comme les enfants, c'était vraiment une bêtise. Parce que, alors d'ailleurs les enfants disent ça peut être que vraiment pour son argent, ça peut pas être par amour. L'argent ça représentait pas grand chose, il n'a jamais été capable de faire son budget. Il savait jamais combien il avait devant lui. Et ça lui permettait d'acheter des choses, quoi, d'acheter une voiture, mais c'était pas une Ferrari, c'était une 2 chevaux. Hein. La famille Joussom est sûre d'une chose, Bruno ne s'est pas marié pour l'argent. Bah, Bruno était un garçon un petit peu marginal dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas attention à la norme, il était plutôt provocateur, c'était un fonceur aussi, il avait peur de rien. Et en fait, il n'était pas vraiment rentré dans le système, quoi. Un garçon un peu marginal et provocateur. Voilà au moins un point commun avec Evelyne Laborde. Elle est très indépendante, elle n'aime pas du tout qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. C'est tout, elle vit sa vie comme elle veut et elle n'entend pas qu'on lui donne un ordre quelconque. C'est pour ça, de temps en temps, elle s'est disputée avec son frère et sa sœur. Mais à part ça, ils s'entendaient quand même très bien. Deux personnes indépendantes qui ne font que ce qu'elles veulent. Et si ce mariage n'était pas un mariage d'amour au sens littéral du terme, mais une association intellectuelle entre deux êtres qui partagent les mêmes projets et la même vision du monde? Et notamment, une envie de faire de l'humanitaire qui taraude Bruno depuis longtemps. Il a été faire un voyage au Liban qui a duré plusieurs mois, qui l'a beaucoup marqué parce que bon, c'était la guerre à cette époque-là. Et donc c'est là qu'il a précisé ses idées en fait pour s'occuper d'enfants, en particulier d'orphelins par suite d'actes de guerre, quoi. Et cette idée plaisait, disent les Joussom, à Evelyne Laborde. Le couple aurait projeté de recueillir des enfants orphelins au Fortin. D'ailleurs, Bruno Joussom avait fondé une association en avril 84, Création d'un monde, objet social, promouvoir un monde de progrès, de liberté et de bonheur. Alors on découvre qu'effectivement des statuts d'une association ont été déposés en préfecture, mais qu'a priori n'a jamais donné signe de vie. Hein. Elle a un nom, c'est tout. Il avait juste déposé les statuts en fait, mais l'association venait de se créer. Quand il est parti au Liban, il est parti un peu dans cette idée-là, quoi. Et quand il est revenu avec Evelyne, il voulait que l'association puisse se permettre de s'occuper d'enfants dans le cadre de l'association. Je ne crois pas qu'elle aurait pu s'occuper d'enfants. Ça, c'était pas qu'elle fasse, qu'elle finance peut-être, mais qu'elle s'en occupe sûrement pas. À moins que Bruno ne soit arrivé à inoculer à Evelyne le virus de l'humanitaire. Evelyne a beaucoup changé quand elle a connu mon frère et qu'elle est restée avec lui, enfin quand elle a vécu avec lui. D'abord, elle a arrêté de boire, qu'elle buvait énormément. Elle a arrêté de boire, elle s'est remise à vouloir faire des choses qu'elle ne faisait plus dans le temps, plus régulièrement, quoi. Elle sortait beaucoup plus, elle voulait reconduire, ils sont partis en voyage ensemble, alors qu'elle partait pratiquement jamais en voyage. Enfin, des tas de choses comme ça, quoi. Elle avait gagné des années, elle avait rajeuni, quoi. Alors, qui croire? Les familles ont chacune leur version. Et les enquêteurs ont bien du mal à savoir qui dit vrai. À ce point de l'enquête, les policiers de la brigade criminelle s'aperçoivent que des témoins importants n'ont pas encore été entendus, et notamment les infirmières qui ont soigné Bruno Joussom à l'hôpital de Sèvres lorsqu'il a été emmené là-bas sous le choc juste après l'accident.
Car ce soir-là, le soir du drame, Bruno Joussomme a raconté ce qui s'était passé aux infirmières. Nous allons mettre en évidence que les déclarations de Joussomme à ce personnel ne correspondent pas du tout à la version initiale qu'il a faite au commissariat. Au commissariat, Bruno Joussomme avait dit « J'ai ressenti un choc violent à l'avant de ma voiture qui a entraîné une explosion suivie d'un incendie. Je suis sorti immédiatement, j'ai essayé d'ouvrir la portière avant droite où se trouvait mon épouse, mais en vain. » Les policiers en avaient conclu qu'il conduisait et qu'elle était passagère. Or voilà qu'aux infirmières, Bruno Joussomme aurait dit l'inverse. Il leur a raconté que c'est sa femme qui était au volant. Les infirmières sont formelles. Mais ça, pour les Laborde, c'est impossible. Ma belle-sœur ne conduisait plus depuis 1955 parce qu'elle avait eu un accident. Et à la suite de ça, elle avait eu tellement peur qu'elle n'a jamais voulu reprendre de voiture. Et donc, elle n'a jamais racheté de voiture après. Et elle n'a jamais reconduit. C'est toujours mon mari qui allait et la chercher et la reconduire. Pourtant, Madame Joussomme mère a raconté aux infirmières que ce soir-là, Bruno et Evelyne étaient passés la voir à Meudon et qu'en partant, c'est elle, Evelyne, qui avait pris le volant. Elle en est sûre, elle l'a vu. Mais pourquoi les Joussomme veulent-ils démontrer que c'est Evelyne qui conduisait ? Si c'est Evelyne d'abord qui est au volant, et si elle a péri dans l'accident, ben on ne peut rien reprocher à son mari. Elle n'est que la première victime d'une faute de conduite, d'un manque de maîtrise du véhicule. Ça n'est pas tout. Aux infirmières, Bruno Joussomme aurait raconté qu'au moment de l'accident, il chahutait à califourchon sur le siège passager. Il aurait allumé une cigarette et boum ! À cause du bidon d'essence qui était toujours dans la voiture parce que la jauge du réservoir n'était pas fiable. Toujours aux infirmières, il aurait dit qu'après le choc, il était sorti de la voiture par sa portière, la portière passager. Il aurait contourné la voiture pour tenter d'ouvrir la portière d'Evelyne, la portière conducteur, mais n'y arrivant pas, il était revenu côté passager, mais trop tard, le feu était devenu trop violent. Mais pour les policiers de la crime, c'est impossible. Bruno Joussomme ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi à ouvrir la portière conducteur puisque les policiers l'ont retrouvée grande ouverte. Robert Fleury, que vous racontent les infirmières? Elles ont parlé avec lui, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il leur dit qui conduisait ce soir-là? Alors, c'est là le gros problème, parce que on sait par la famille que Madame Laborde ne conduisait pas depuis 30 ans. Et lui, Joussomme, affirme que sa femme conduisait la voiture. C'est ce qu'il a dit aux infirmières? C'est ce qu'il a dit aux infirmières, et ce qu'il a dit ensuite par la suite aussi. Et qu'il avait donc donné des cours de conduite à sa femme dans Paris, et que là c'était elle qui conduisait, il est formel, sans donner d'explication pour le fait qu'en fait, au moment de l'incendie, Madame Laborde ne se trouve pas à la place du conducteur, mais à la place passager. Qu'est-ce que ça change si c'est lui qui conduit ou si c'est elle qui conduit? Si c'était elle qui conduisait, elle aurait dû mourir à l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire à la place du chauffeur. Or, elle est à l'autre place. Et la porte était, semble-t-il, d'après les déclarations de Joussomme, bloquée. Alors pourquoi aller vers une place avec une porte bloquée alors qu'elle pouvait sortir du côté conducteur? Les policiers retracent l'emploi du temps du couple le soir du drame. Les époux seraient passés saluer les parents de Bruno à Meudon. Et c'est après les avoir quittés qu'a eu lieu l'accident. Je vous rappelle que Madame Joussomme, Marie-Claude, nous dit que le couple est parti, alors elle nous précise avec insistance que c'était Evelyne Laborde qui était au volant, qu'ils ont quitté son domicile vers 19h30, et les faits se sont produits, les secours ont été prévenus à 20h05. Il s'est passé 35 minutes entre le départ de chez la famille Joussomme et puis le moment de l'accident. Avec un chronomètre, les policiers refont le trajet. Ils empruntent 3 itinéraires différents pour parcourir les 7 km qui séparent le pavillon de Meudon du lieu de l'accident. Et à chaque fois, ils mettent moins de 10 minutes pour y arriver. Bon, manifestement, 35 minutes, c'est long pour faire 7 km. Il manque un quart d'heure. Alors ce quart d'heure, à quoi a-t-il été utilisé? Au dire de Bruno Joussomme,
Sa femme était au volant en partant. Elle l'était au moment de l'accident. Ils ne se sont pas arrêtés. On s'interroge effectivement sur ce quart d'heure. Est-ce qu'il n'a pas servi à une mise en scène? Ça, on n'en sait rien. Et ça n'est pas tout. Les policiers se rendent compte que ce soir-là, Marie-Claude Joussomme, la mère de Bruno, a téléphoné à Anna, la dame de compagnie d'Evelyne. Un coup de fil tout à fait inhabituel. Anna m'a dit donc qu'elle avait reçu un coup de téléphone de Marie-Claude lui disant de ne pas attendre Bruno et Evelyne, qui ne rentreraient pas de bonne heure, et qui ne rentreraient probablement pas dîner. Anna Volz est un peu étonnée. C'est bien la première fois que Marie-Claude Joussomme l'appelle. Et surtout, sa patronne est très souvent en retard et elle ne prévient jamais. Finalement, Anna dîne seule et va se coucher quand, vers 22h, le téléphone sonne à nouveau. Recoup de téléphone de Marie-Claude pour savoir si Evelyne était rentrée. Alors, naturellement, elle n'était pas rentrée. Alors Marie-Claude lui dit j'espère qu'ils n'ont pas eu d'accident. Parce qu'ils ont fait leur plein d'essence, donc ils n'ont pas pu tomber en panne. C'est étrange, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle téléphone pour demander ça, puisque pourquoi elle serait inquiète? Elle n'a pas de raison d'être inquiète. Les policiers décident de placer la famille Joussomme sur écoute. Et un jour, ils entendent Bruno discuter avec son frère Patrick et lui demander s'il connaît un tueur. Patrick répond « Oui ». Ses initiales commencent par B et J. J'ai dit à mon frère que je connaissais un tueur en prononçant ses initiales au téléphone, mais c'était une plaisanterie, c'était surtout de la plaisanterie. Dans la conversation où il demande à son frère est-ce que tu connais un assassin, il a cette réflexion à la fin, mais tu crois que c'est intelligent de dire ça au téléphone? Donc on sait qu'il se méfie du téléphone. Un drôle de coup de fil, un trou d'un quart d'heure dans l'emploi du temps du couple, un récit évolutif de l'accident, ça commence à faire un peu beaucoup. À ce stade de l'enquête, tout accable Bruno Joussomme. Ses déclarations sont contradictoires, il y a un trou d'un quart d'heure dans son emploi du temps ce soir-là, et puis il y a les coups de fil étranges de sa mère à la dame de compagnie, les sous-entendus de son frère au téléphone, sans oublier les expertises de la voiture qui semblent indiquer que la thèse de l'accident et de l'incendie ne tient pas. À cela s'ajoute désormais un nouvel élément, révélé par une nouvelle autopsie. Le corps d'Evelyne Laborde présente une fracture de l'os hyoïde, c'est-à-dire du larynx. En général, c'est la conséquence d'un étranglement. Désormais, les policiers de la crime ont donc suffisamment d'éléments pour interpeller toute la famille Joussomme, les placer en garde à vue et les interroger. Le 10 septembre 1985, donc plus de 6 mois après les faits, les policiers interpellent donc Bruno Joussomme, sa maîtresse, sa mère Marie-Claude et son frère Patrick. On était quand même contents qu'il soit arrêté, parce que pour nous, là, ça faisait vraiment plus de doute. Une première équipe de policiers file dans le 20e arrondissement de Paris. C'est là que se trouve Bruno Joussomme, qui, ce soir-là, dort chez sa maîtresse. Il est fort surpris. D'abord qu'il y ait eu une procédure en assassinat, il croyait que c'était classé. Les policiers perquisitionnent l'appartement de la maîtresse et trouvent un revolver d'alarme ainsi qu'un puissant somnifère. Bruno Joussomme explique qu'il a acheté le revolver pour se défendre. Quant au somnifère... Alors, il s'en explique en disant que c'est vrai, son père est très malade et qu'il a pris à son père pour se reposer, il est en période d'examen, pour dormir. Version. Pendant ce temps-là, d'autres policiers interpellent Marie-Claude et Patrick Joussomme dans leur pavillon de Meudon. Ils fouillent la maison et tombent sur des bijoux qui appartenaient à Evelyne Laborde. Plusieurs bagues, 2 colliers et 2 broches qui au départ se trouvaient dans le coffre de son appartement, boulevard de la Bastille. Un coffre que Bruno Joussomme a donc vidé. Lorsqu'il visite le coffre de Madame Laborde en compagnie de la famille de Madame Laborde, 3 jours après les faits, ou 4 jours, je crois que c'est le 5 mars, ces bijoux n'y sont déjà plus.
Ce qui veut dire qu'ils ont été prélevés dans ce coffre entre le 1er mars, puisqu'il est sorti de l'hôpital suite à l'accident le 1er mars, et le 4 ou 5 mars, où la visite officielle du coffre en présence des témoins familiaux était faite. Il n'a pas tardé pour les récupérer. Mais pour Philippe Lemaire, l'avocat de Bruno Joussomme, le fait d'avoir récupéré les bijoux de sa femme ne fait pas de lui un assassin. Il considère, à juste titre d'ailleurs, que c'est un accident, et à partir de ce moment-là, il n'a aucune raison de ne pas se comporter comme un héritier, d'ouvrir le coffre de sa femme et de prendre les choses qui sont à l'intérieur de ce coffre. Toute la famille Joussomme est donc en garde à vue au 36 quai des Orfèvres et Bruno Joussomme est interrogé comme un assassin. Bruno Joussomme va nier toute manipulation, tout assassinat. Il se maintient à l'accident. Il est très prudent dans ses déclarations. Il est alambiqué dans ses propos. Il vous dit que l'inspecteur qu'il a entendu n'a pas tout à fait relaté ce qu'il avait dit. Donc, cette première version, il est au volant, il veut la gommer. Il faut absolument que la thèse de son épouse au volant soit la priorité. Elle n'avait pas repris les cours depuis très longtemps, mais incontestablement, elle avait recommencé à conduire. Ça c'est une évidence. Et ça peut être tout à fait une erreur d'un débutant de rater incontestablement un virage. Et quand on l'interroge précisément sur les circonstances de l'accident, Bruno Joussomme ne se souvient plus de grand-chose. Depuis le drame, il a, dit-il, des trous de mémoire. Du côté de sa mère, Marie-Claude, les policiers n'en apprennent pas beaucoup plus. En garde à vue, elle persiste. C'est sa belle-fille qui était au volant, elle en est sûre. Evelyne lui aurait d'ailleurs dit en partant « Ce soir, c'est moi qui conduis ». Marie-Claude ajoute « Elle s'est installée au volant et Bruno est monté à côté d'elle sur le siège passager ». Ce qui est vrai, c'est que la mère va protéger son fils. Alors, entre une mère qui protège son fils, ce qui est assez logique, et une mère complice, il n'est pas facile de faire la démarcation. Les policiers soupçonnent clairement la mère d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Car c'est elle qui a présenté Evelyne à Bruno. Et surtout, c'est elle qui savait qu'Evelyne Laborde était riche, puisqu'elle l'avait aidé à remplir sa déclaration d'impôt. Mais faute d'éléments concrets, les policiers n'iront pas plus loin. Vient le moment d'interroger le frère de Bruno, Patrick. Alors je dois dire que Patrick Joussomme a enfoncé son frère. Il a dit clairement qu'il avait des soupçons sur son frère. Ce ne sont pas les enquêteurs qui l'ont inventé. Patrick Joussomme a de fortes présomptions de culpabilité sur son frère, qui est tout à fait capable d'avoir monté ce type de scénario. Et on sent le frère mal à l'aise, parce qu'à la fois, il est sincère, mais il ne voudrait pas faire de tort à Bruno. Moi, j'ai jamais été violenté ou quoi que ce soit. Mais ils m'ont manipulé et je n'étais pas habitué à aller en garde à vue, je ne savais pas comment réagir. Pour moi, la police disait toujours la vérité. Mais ils m'ont donné des tas de preuves qui n'étaient pas vraies. Je n'avais pas connaissance des autopsies. Et comme j'étais médecin, ils m'ont fait lire l'autopsie, la deuxième, qui précisait qu'il y avait une fracture du larynx. Moi, une fracture du larynx, je savais ce que ça voulait dire, quoi. Je savais que c'était uniquement la strangulation, pratiquement. Ou un coup direct sur le larynx, mais très violent. Donc ça m'a fait entrer le doute dans l'esprit. Si Patrick Joussomme a vacillé,
Bruno, lui, reste droit dans ses bottes. Et il finit par énerver les policiers qui l'interrogent. Il a été exécrable durant ces, pas tout à fait 48 heures. Ça, c'est un souvenir qui vous marque. Vautré sur sa chaise, vautré, les deux mains dans la poche. Et puis, il écoute vos questions, il les reprend, ce qui lui permet de réfléchir, bon, ça c'est logique. Pour la réponse à venir, il vous fait une réponse, bien souvent extrêmement longue, qui se termine invariablement par toutefois, et il vous fait l'antithèse de ce qu'il vient vous dire. Bruno Joussomme joue la montre. Une attitude provocatrice qui, pour son avocat, s'explique tout simplement par sa personnalité. Il faut concevoir que ce garçon est un garçon un peu décalé par rapport à la réalité et que il y a incontestablement une manière d'appréhender les choses qui n'est pas celle de tout le monde. À l'issue de ces gardes à vue, tout le monde est relâché, tout le monde est blanchi, sauf Bruno Joussomme, qui est déféré au parquet et présenté au juge d'instruction qui l'inculpe d'assassinat et qui décide de le placer en détention provisoire à la prison de Bois d'Arcy. Joussomme est donc en prison et les policiers pensent avoir de bons éléments à transmettre au juge d'instruction. Mais à ce moment-là, une charge qui accablait Bruno Joussomme ne tient plus. On s'aperçoit que la fameuse fracture du larynx est la conséquence d'une mauvaise manipulation des médecins légistes qui ont réalisé la première autopsie. Ça n'est donc plus un étranglement. Bon point pour Bruno Joussomme. Mais en ce qui concerne l'accident, il y a du nouveau. Alors Dominique, Bruno Joussomme a maintenant un nouveau scénario pour tenter d'expliquer qu'Evelyne Laborde, qui selon lui ce soir-là conduisait la 2 chevaux, se soit retrouvée carbonisée sur le fauteuil passager, ce qui paraît contradictoire. Là voilà la nouvelle explication de Bruno Joussomme. Ça c'est la 2 chevaux. Après l'accident, elle est légèrement penchée vers la gauche. Dans le fossé. Dans le fossé. Sa femme est au volant, lui est à l'avant droit. Oui. Il ouvre sa portière. Il sort de la voiture. La portière se referme, elle claque, logique. Il fait le tour de la voiture. Il va essayer de dégager sa femme qui est au volant. Il ouvre la portière. Mais au moment où il ouvre la portière, il s'aperçoit que sa femme a essayé de le suivre pour sortir par la même portière, c'est-à-dire par la droite. Donc, elle est déjà engagée sur le siège passager. Il refait le tour, il revient. Là, il tente de rouvrir cette portière, elle est bloquée. Pour une raison inconnue. Pour une raison inconnue. Et là, un témoin arrive et ceinture Bruno Joussomme parce que la voiture est en feu. Et c'est pour ça, selon lui, qu'on retrouve sa femme sur le siège passager, à bon droit. Alors j'imagine que cette version des faits, on va tenter de la corroborer par une expertise. Oui, ça c'est la seconde expertise. Elle va être réalisée par le professeur Viellard, qui est le patron du laboratoire de police scientifique de Paris. Les résultats sont très intéressants, mais on n'a pas le droit d'en parler, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que cette expertise, elle a été annulée. Invalidée. Invalidée parce que l'expert n'avait pas été désigné dans les règles de l'art, c'est-à-dire par le juge d'instruction. Il avait été désigné par un policier de la brigade criminelle. Ce qui est une faute. C'est un cas de nullité. Bon, je suppose qu'on recommande ensuite une autre expertise, cette fois-ci dans les formes. Au même expert, oui. Dans les formes, mais elle va être annulée également parce que l'expert, c'est toujours M. Viellard, va utiliser, pour faire cette expertise, des pièces de la précédente expertise annulée, donc... C'est annulé aussi. Exactement. À partir de ce moment-là, quoi qu'il en soit, il n'y a plus beaucoup d'éléments contre Bruno Joussomme, plus beaucoup de preuves, et donc, il est relâché. Le 4 novembre 86, Bruno Joussomme sort de prison après 14 mois de détention provisoire. À 24 ans, c'est un homme libre, mais un homme toujours accusé d'assassinat. On a mis un assassin en liberté à nouveau. Alors donc, il n'avait plus qu'à recommencer avec une autre après. Les assassins présumés qui sont mis en liberté, pas tellement. Il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'est-ce qui a décidé, me semble-t-il? Les magistrats et le magistrat instructeur et les 3 magistrats de la chambre d'accusation. Très vraisemblablement, le fait que dans ce dossier, il y avait un doute considérable.
Bruno Joussomme reprend une vie normale. Il s'inscrit à l'université de Nanterre où il poursuit ses études de philosophie. Il passe une licence, une maîtrise et un DEA qu'il obtient à l'âge de 27 ans. Il a des diplômes. Que peut-il en faire? Presque rien, dans la mesure où, par souci de loyauté, il est obligé de dire qu'il est poursuivi pour assassinat et qu'il va peut-être être remis en détention ou qu'un jour il va être jugé. Peut-être. Bon, donc sur le plan professionnel, pas de possibilité de travail. Bon, et donc il va attendre. Et pendant des années, Bruno Joussomme attend. Il attend que la justice française reconnaisse que c'est un accident et qu'il est innocent. Sa liberté conditionnelle l'oblige à pointer régulièrement chez un contrôleur judiciaire. Il éprouvait une sorte de sentiment d'injustice en disant qu'il avait toujours dit la vérité, qu'on ne le croyait pas. Et que des fois, lorsque l'on dit la vérité, ça ne va pas toujours dans le sens de ce que la partie en face veut entendre. À l'université, Bruno Joussomme rencontre une femme, Marie-Claude. Elle a 33 ans et comme lui, elle étudie la philosophie. Quand Bruno Joussomme a rencontré Marie-Claude, il était fou amoureux. Et là, il y avait des paillettes dans ses yeux quand il parlait de Marie-Claude. Et j'étais contente pour lui. Parce que je sentais qu'il avait pris un nouveau départ quand même. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, il s'est tout refusé. Les années passent et le dossier d'instruction prend la poussière. En janvier 89, le corps d'Evelyne est exhumé pour une nouvelle autopsie. La 3e. Mais l'un des légistes oublie de signer son rapport. Nouveau vice de procédure. Un de plus dans cette affaire. L'autopsie est donc annulée et retirée du dossier d'instruction. Au final, plus de 5 ans vont s'écouler après la libération de Joussomme, sans que rien ne se passe. En février 91, 6 ans après la mort d'Evelyne, la juge d'instruction Marie-Christine Hervier transmet ses conclusions à la cour d'appel de Versailles. Elle pense avoir suffisamment d'éléments pour renvoyer Bruno Joussomme devant les assises. Mais voilà, le 10 avril 91, la chambre d'accusation lui renvoie le dossier. Pas assez de preuves. On ne peut pas se contenter d'une intime conviction. La juge est priée de se remettre au travail et la chambre lui demande notamment de faire réaliser une nouvelle autopsie pour déterminer l'origine du trou dans le crâne constaté par les premiers policiers, de demander une nouvelle expertise technique de la 2 chevaux et de procéder à une reconstitution. Mais 6 mois plus tard, la juge est mutée. Elle est remplacée par un nouveau juge d'instruction, le 4e dans cette affaire. Et là, on va nommer un juge d'instruction qui va instruire totalement à charge. Totalement à charge. Avec le seul désir de démontrer que Bruno Joussomme est coupable. À ce moment-là, un 2e avocat rejoint l'équipe des défenseurs de Bruno Joussomme. Ce qui m'a marqué dès le départ, puisque je n'avais pas d'opinion sur une culpabilité ou une non-culpabilité éventuelle, c'est la façon dont le dossier s'est orienté très rapidement. Le travail qui va alors se dérouler, c'est essayer de faire correspondre à des éléments matériels manquants des éléments subjectifs. Et les éléments subjectifs étant une situation, c'est vrai, assez atypique. Une situation un peu anormale, enfin anormale, si on peut parler de normalité, en tout cas qui n'est pas classique. Le juge demande aux policiers de la crime de reprendre l'enquête. Tous les principaux témoins sont donc reconvoqués et réentendus. Mais ça ne donne rien, ils restent tous sur leur position. En octobre 92, la juge reçoit les résultats de la nouvelle autopsie. Les légistes expliquent qu'ils ne peuvent pas déterminer l'origine du trou dans le crâne car les fragments osseux qu'ils ont analysés sont en mauvais état et surtout, il manque des morceaux. Autre étonnement dans ce dossier, on va s'apercevoir que la tête du cadavre de Madame Laborde a disparu.
Une partie du crâne, en fait, a disparu. Le médecin qui avait réalisé l'autopsie précédente n'avait pas replacé tous les morceaux dans le cercueil. Il n'y a donc plus rien à chercher de ce côté-là. Bruno Joussomme, lui, continue ses études de philosophie. Il prépare une thèse et obtient son doctorat en philosophie en 1993. Avec sa nouvelle compagne Marie-Claude, il voyage désormais beaucoup. En 1994, il épouse Marie-Claude, qui est enceinte, et met au monde un fils. Mais le couple commence à battre de l'aile. À cette époque-là, quand son couple commençait à dysfonctionner, ça l'avait complètement abattu. Ensuite, très vite, la situation s'est aggravée, puisque son épouse l'a quitté, et là, ça a été une nouvelle traversée du désert. Du côté de l'instruction, le juge désigne 2 experts pour réexaminer la 2 chevaux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de 2 chevaux. Elle a été détruite par le commissariat de Sèvres en 1987. C'est-à-dire il y a 7 ans, sans que personne n'en soit informé, et surtout pas le juge d'instruction. Expertise de quoi? D'une voiture qui a été détruite? La voiture n'existe plus. En réalité, ce que va faire l'expert, c'est une analyse complète du dossier d'instruction. J'allais dire, il va faire le travail du juge d'instruction, en fait. Il va faire son analyse du dossier. Alors, pas seulement à partir des planches photographiques, à partir des déclarations, à partir des constatations, et il va en tirer des conclusions expertales. Ce qui est parfaitement insensé, puisque d'une expertise, on attend quand même des constatations objectives. Et lui, il va donner son avis. Néanmoins, les résultats de cette expertise technique sont accablants pour Bruno Joussomme. Selon les experts, la mise à feu est forcément volontaire. Ça ne peut pas être un accident. Aucune des versions données par Bruno Joussomme ne tient la route. Pour eux, on a versé de l'essence dans l'habitacle, sans doute dans la partie avant droite de la voiture, et ce après que Joussomme soit sorti de la voiture, ce qui explique que ses vêtements n'aient pas été brûlés et qu'il n'ait pas été blessé. La juge d'instruction compte maintenant sur la reconstitution pour y voir plus clair. La reconstitution a lieu le 21 février 1995, soit 10 ans après la mort d'Evelyne Laborde. La date n'est pas anodine. Le drame avait eu lieu en février, lui aussi. On retrouve donc les mêmes conditions, à la même heure, au même endroit. Pour jouer le rôle d'Evelyne Laborde, le juge d'instruction a même convoqué une dame aux mensurations équivalentes, 1,63 m pour 78 kg. On s'est tous retrouvés donc à 8 heures sur le chemin du bois de Meudon avec tous les protagonistes de cette affaire et les experts, bien sûr, et le juge d'instruction et 2 carcasses, enfin 2 véhicules de chevaux qui devaient servir à la reconstitution. Bruno Joussomme est là, lui aussi. Le juge lui demande de refaire les gestes qu'il a fait ce soir-là. Joussomme s'exécute. Il mime sa sortie de la voiture depuis le siège passager, il fait le tour, il ouvre la portière conducteur et s'aperçoit qu'entre-temps sa femme est passée de l'autre côté. Il fait le tour dans l'autre sens, mais là, impossible d'ouvrir la portière passager qui s'est refermée derrière lui et qui est maintenant bloquée. Ensuite, les experts tentent de mettre le feu à la 2 chevaux en se basant sur les déclarations de Bruno Joussomme. Ils ont essayé avec une cigarette, voir si après avoir versé de l'essence évidemment dans la voiture, pour voir si la voiture s'enflammait comme ça avec un bout rouge de cigarette. Donc ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec un briquet, ça n'a pas marché non plus. Pour la juge, c'est la preuve que Bruno Joussomme ment. Le feu n'a pas pris à cause du mégot de cigarette. Et là, les experts vont faire la démonstration que pour faire brûler une 2 chevaux, il faut plus qu'un mégot. Il faut carrément l'arroser d'essence. Et il propose à la juge de lui en faire la démonstration. Comment, franchement, Bruno Joussomme aurait-il pu faire cette mise en scène-là
dans un temps aussi court en plus, parce que la préparation de l'expert, c'est au moins un quart d'heure, 20 minutes. Je veux dire, l'accident a lieu à 8 heures. Entre 8 heures et 8h15, je crois que c'est l'heure à laquelle arrivent les pompiers, il y a déjà 3 véhicules qui passent et qui s'arrêtent. Pour faire leur démonstration, les experts fixent un chiffon enflammé au bout d'une perche qu'ils approchent de la voiture. Et cette fois-ci, ça marche. La voiture s'embrase. La perche, je veux dire, où Bruno Joussomme l'aurait trouvé, cette perche, pour mettre le feu au véhicule. Et on n'a rien retrouvé autour du véhicule. Aucun briquet, aucune allumette, aucune perche, aucun chiffon, rien. Donc, non, la thèse de l'expert ne tenait absolument pas. Pour les avocats de la défense, les conclusions de cette reconstitution sont en contradiction avec les éléments qui se trouvent dans le dossier. C'était la démonstration que, de toute façon, il n'aurait pu le faire que si Madame Laborde était ou inconsciente ou déjà morte. Or, les constatations matérielles qui ont été faites dès le mois de mars 85 démontrent qu'il n'y avait aucune lésion, aucun projectile, qu'il n'y avait pas de substance toxique dans le sang, donc elle n'était ni morte ni inconsciente. C'est-à-dire que, donc, il est impossible qu'elle ait regardé Bruno Joussomme faire cette installation pour brûler le véhicule sans réagir. Donc c'est aberrant, cette histoire est hallucinante. Sept mois après la reconstitution, la 4e juge d'instruction de l'affaire Joussomme s'en va. Entrée en scène de la 5e juge d'instruction, Isabelle Mouek, qui reprend le dossier et qui estime qu'il y a désormais assez d'éléments à charge pour renvoyer Joussomme devant la chambre d'accusation. Le dossier convainc les magistrats et la chambre, 13 ans après la mort d'Evelyne Laborde, renvoie Bruno Joussomme, qui est toujours libre, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour assassinat. Le procès s'ouvre le 16 novembre 1998 devant la cour d'assises de Nanterre. La veille, comme la loi le lui impose, Bruno Joussomme s'est constitué prisonnier. Près de 14 ans après les faits, l'accusé a beaucoup changé. Les mèches blondes du sémillant jeune homme qui avait séduit Evelyne Laborde ont disparu. Ah ben là, alors je l'ai vraiment pas reconnu. Finalement, il était vieux, il était moche, et là, il ressemblait plus du tout au Bruno que j'avais connu. Il a perdu beaucoup de cheveux, il est vieilli et très amaigri. Et on sent un homme fatigué. Après avoir décliné son identité, Bruno Joussomme tente d'expliquer à la cour « Avec Evelyne, on partageait les mêmes rêves, la même vision du monde. Nous étions très heureux ensemble. » Ses premiers mots, finalement, c'est de dire ce qu'il répète depuis 13 ans, c'est « je n'ai pas tué ma femme ». Alors certes, il nie les faits, mais on n'a pas l'impression qu'il ait ni paniqué à l'idée de se trouver devant une cour d'assises, ni malheureux d'avoir perdu son épouse, quand bien même il y a 13 ans de cela, mais dans des circonstances tragiques. Pendant tout le procès, Bruno Joussomme reste de marbre. Il est froid, détaché, comme si la scène qui se jouait devant lui ne le concernait pas. Une attitude qui surprend tout le monde. Bruno Joussomme semblait accablé et en même temps un petit peu absent. Il semble être dans une bulle en fait. On dirait qu'il plane. Il est incontestablement dans un état d'éloignement par rapport à son dossier qui est considérable. Et nous avons l'impression de défendre quelqu'un qui, j'allais dire, ne s'intéresse pas au dossier. Comme si on jugeait quelqu'un d'autre. Et ce comportement va lui porter préjudice. Tout dans son attitude semble pas net, si on veut. Il regarde jamais en face, déjà. Pourtant, le procès commence plutôt bien pour lui. Un témoin qui se nomme Jean vient raconter qu'il a été l'amant d'Evelyne Laborde quand il avait 16 ans et qu'elle en avait 40. Cet homme est venu raconter, en des termes assez émus d'ailleurs, qu'il avait vécu une douzaine d'années avec Evelyne Laborde, qui à l'époque avait 24 ans de plus que lui,
Et il n'était pas une femme qui préférait le contact et préférait vivre avec des hommes plus jeunes qu'elle. Il disait que ça correspondait mieux à son caractère. Et là, on a découvert peut-être pour la première fois que l'union un peu de la carpe et du lapin entre Joussomme et Evelyne Laborde était peut-être pas si inconcevable que ça. Mais le procès bascule avec l'audition de sa deuxième épouse, Marie-Claude, la femme qu'il a épousée pendant sa liberté conditionnelle. Elle a dit très clairement que Bruno Joussomme lui avait fait des révélations et qu'il lui avait dit à un moment donné de leur vie commune qu'il avait été l'assassin d'Evelyne Laborde. Je crois qu'elle l'a dit. Et elle a surtout exprimé le fait qu'il lui faisait très peur, qu'elle ne voulait surtout pas qu'il sorte, qu'il ne fallait pas donc la quitter et qu'elle avait très peur pour leur enfant. Sa femme l'a complètement accablé. Et je vous dis, il n'avait plus qu'à baisser les chines, descendre, et voilà. Il était complètement anéanti. Autre témoignage accablant, celui du dernier expert en accident. À la barre, il démontre que l'incendie ne peut pas être accidentel et il explique que c'est forcément Bruno Joussomme qui a mis le feu. Tout le monde était un petit peu accroché aux paroles de l'expert et je pense qu'au moins les jurés, même si effectivement dans la salle, du côté Joussomme, comme du côté de ses avocats, on contestait le bien fondé de ces hypothèses, je pense que ce jour-là, l'impact a été terrible pour Joussomme. Et ça n'est pas fini pour Bruno Joussomme. Bernard Lettier, l'inspecteur de la crime, est lui aussi cité comme témoin. Et devant la cour, le policier ne mâche pas ses mots. Durant toute la partie où je suis resté à la barre, je dois dire que j'ai fait un témoignage quasiment réquisitoire parce que c'est un garçon qui m'avait marqué. Il avait été vraiment d'une attitude négative. Il m'a marqué. Ça fait partie des gens qui m'ont marqué au cours de ma longue carrière. Hein. C'est vrai que Lettier va même en rajouter, et je me rappelle qu'il avait dit des monstres, j'en ai vu évidemment, j'ai moi-même participé à l'enquête sur Thierry Paulin, le tueur en série de vieilles dames à Paris. Et donc si vous voulez, en 2 temps 3 mouvements, vous avez Bruno Joussomme, qui est évidemment inconnu du grand public, qui se retrouve mis dans le même sac qu'un type comme Thierry Paulin, avec tout l'effet désastreux que ça peut produire éventuellement sur la cour. Vient l'heure du réquisitoire. Pour Yves Janier, l'avocat général, Bruno Joussomme a commis un crime banal pour un mobile tout aussi banal. L'argent. Il réclame 20 ans de réclusion criminelle. Je me rappelle qu'il a eu cette phrase « quelqu'un est encore mort à cause de quelques millions ». Donc pour lui, l'implication de Joussomme dans le meurtre avec préméditation d'Evelyne Laborde ne fait aucun doute. Les avocats de la défense choisissent de se partager la tâche. Je vais essayer d'expliquer qu'on est dans un schéma complètement atypique, mais que pour autant, on n'est pas là pour juger la morale, ni si on est dans une situation classique ou pas classique, et qu'on peut être en dehors des normes et pour autant ne pas être coupable d'assassinat. Maître Lemaire, lui, va tenter de plaider l'absence de preuves formelles. Il a rappelé qu'effectivement dans ce dossier, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas d'éléments matériels, il n'y a pas de preuves matérielles. Faute d'aveu, faute de preuves, son client niant les faits depuis le départ, il a dit il y a un doute et effectivement en matière criminelle, le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. Juste avant que les jurés ne se retirent, Bruno Joussomme répète une dernière fois « Je suis innocent, je n'ai pas tué ma femme ». Mais les jurés ne l'entendent pas. Le 20 novembre 1998, après 2h30 de délibéré, ils le condamnent à la réclusion criminelle à perpétuité, bien plus que les 20 ans demandés par l'avocat général. Et là, évidemment, même parmi les parties civiles, c'est un petit peu le choc, parce que perpétuité pour un homme qui a 36 ans, qui était encore libre il y a une semaine et qui était libre finalement depuis 12 ans, c'est vrai que c'est difficile à entendre. Et malgré tout, vous voyez, avec tout ce qu'il y avait, malgré tout, quand on vous dit une condamnation à perpétuité, ben ça file un choc quand même. Hein. Dans le box, Bruno Joussomme, lui, ne réagit pas vraiment. Il est blême, il dit rien. Et moi,
bon, la fatigue, la nervosité et puis l'horreur de ce que je viens d'entendre, tout ça fait que, irrépressiblement, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et je le regarde et il me dit, mais maître, vous allez quand même pas pleurer pour ça. Et là, en réfléchissant après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. En fait, c'est que lui, ce que je vous disais, lui avait compris qu'on allait vers la catastrophe judiciaire que nous, on n'a pas voulu voir. Bruno Joussomme est incarcéré à la centrale de Poissy. Ses avocats déposent un pourvoi en cassation, mais il est rejeté 1 an plus tard. Il y a à l'heure actuelle en France quelqu'un qui ne devrait pas être en détention et qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour, je pense, effacer une suite d'erreurs que la justice n'a pas voulu reconnaître. Edith Martinet, vous êtes la nouvelle compagne de Bruno Joussomme. Pour que les choses soient bien claires, vous pensez qu'il est innocent? Je ne le pense pas, j'en suis convaincue. Mais est-ce que vous le pensez ou vous en êtes convaincu parce que vous l'aimez ou parce que c'est raisonnable? Non, alors là, il faut absolument faire la part des choses. J'en étais convaincue, mais avant d'avoir des sentiments pour Bruno. Quand je dis que j'en suis convaincue, c'est parce que j'ai étudié le dossier et que les preuves m'en arrivent, plus j'avançais dans le dossier, plus maintenant ça me saute aux yeux. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il a été condamné à perpétuité alors même que vous dites, vous, qu'il y a tous les éléments qui prouvent son innocence dans le procès? Quel décalage? Pour moi, ce qui a véritablement enfoncé Bruno, c'est que sa femme qui voulait divorcer, sa deuxième épouse qui voulait divorcer, a demandé à ce que Bruno soit condamné et a témoigné contre lui en faisant un portrait, mais absolument au vitriol, qui aurait envoyé un saint en enfer. Et je pense que c'est ce portrait, c'est sur l'image d'un assassin, d'un type machiavélique, pervers, dangereux pour la société. Et les jurés ne pouvaient pas se permettre de laisser un homme dangereux pour la société continuer de circuler. Donc je pense que c'est là-dessus que les jurés se sont basés pour le condamner. Est-ce que, au moment où vous devenez d'abord son amie, puis son amoureuse, vous n'avez pas oublié qu'il est condamné pour avoir tué sa première femme, et il est accablé par sa deuxième femme. C'est pas facile, ça, quand même, quand on est la troisième. Non, mais je n'ai pas du tout rencontré l'homme qui était dépeint. Ça fait quand même 7 ans maintenant que je connais Bruno. Mes enfants vont le voir en prison et je peux vous dire qu'il y a vraiment, c'est l'antithèse du personnage qui a été dépeint. Aujourd'hui, vous allez voir régulièrement Bruno Joussomme en prison. Il clame toujours son innocence. Ah, bien sûr, ça, il n'a jamais démordu de ce qu'il n'a pas fait. C'est clair. Enfin bon, ça c'est depuis le début jusqu'à maintenant, et il le dira toute sa vie. Oui, il est innocent. Un comité de soutien s'est constitué pour tenter d'obtenir la révision du procès de Bruno Joussomme. Comité dont l'académicien Jean-Marie Roire a pris la tête. Il n'y a rien d'autre. Pas de projectile, pas de coup. Maître Florent, vous êtes donc désormais l'avocat qui va tenter d'obtenir la révision de l'affaire Joussomme. Vous avez déposé une requête en révision dernièrement. Sur quel fait nouveau? Puisque pour obtenir une révision, il faut des faits nouveaux. Alors, essentiellement sur une expertise privée que donc, la défense de Bruno Joussomme a fait réaliser par un grand expert national concernant les conditions dans lesquelles aurait péri Madame Joussomme. Il fait la démonstration que la voiture peut prendre feu sans qu'intentionnellement on l'arrose d'essence et qu'on y mette le feu. Mais il fait surtout la contre-démonstration que cette voiture n'a pas pu brûler avec une cause extérieure, c'est-à-dire de l'essence déversée dans l'habitacle de la voiture. Une 2 chevaux peut brûler sans qu'on y mette
le feu et qu'on l'arrose d'essence. Tout à fait. Et en revanche, la thèse qui avait été retenue, c'est-à-dire le déversement massif d'essence dans l'habitacle, dit-il, ne pouvait absolument pas produire le résultat tel qu'il était constaté dans les expertises de l'époque. Il s'est basé notamment sur des logiciels de reconstitution et toutes choses qui n'existaient pas à l'époque, et sur les temps de combustion. Or, on a la chance dans ce dossier d'avoir la date et l'heure à la minute près du point de départ de l'incendie et l'heure à la minute près de l'arrêt de l'incendie lorsque les pompiers ont donné le dernier coup de lance. Ça permet d'avoir un taux de combustion et l'expert aboutit à la conclusion formelle que ce taux de combustion ne peut venir qu'une cause naturelle, non pas d'une cause extérieure où le taux de combustion, la vitesse aurait été beaucoup plus rapide. C'est le seul élément nouveau que vous versez au dossier de révision. Il en faut un, remarquez. Il en faut un. Remarquez bien qu'on est dans un cas particulier, parce qu'on n'est pas dans un cas où l'on dit Joussaume est innocent et c'est probablement quelqu'un d'autre. On n'est pas dans ce cas de figure qui est le cas de 100% des cas de révision, on est dans le cas où l'on dit ce n'est pas Bruno Joussaume mais c'est personne d'autre, parce que ce n'est pas un crime mais un accident. Imaginons que vous obteniez la révision et que vous soyez l'avocat d'un deuxième procès. Comment plaider contre ce mobile évident? Enfin, elle est riche, il l'épouse pour la tuer et lui piquer son héritage. On s'est amusé à faire un comparatif des fortunes à partir des déclarations fiscales de l'époque, et sa famille avait tous les moyens d'entretenir Bruno Joussaume. Donc je le vois mal commettre un crime barbare, particulièrement barbare, en aspergeant d'essence sa femme, en la brûlant vive devant lui, pour hériter d'elle alors qu'il ne manque pas d'argent et qu'il est d'une famille riche. Tout ça me paraît incohérent. Avant la demande de révision, Bruno Joussaume avait fait en avril 2005 une demande de grâce auprès du président de la République qui lui a été refusée. Si la demande de révision est rejetée elle aussi, il pourra demander une libération conditionnelle à partir de 2011.